Eh bien, mes chers amis, c'est tout l'honneur est pour moi. Ah, je suis chez moi. En plus, ma maman, je l'ai dit l'année dernière, elle habite en face. Ça fait plaisir. Je viens voir ma mère. Ça, c'est une excellente occasion. Et merci. Hein. Tous les ans, je viendrai, Inch'Allah. Merci pour votre invitation. Alors, et je suis heureux de voir toutes les associations, tous bien sûr, les grands patrons des gros congrès. Merci d'être là. Vous me demandez de parler de l'acide folique. Hein. Je ne vais rien dire sur l'acide folique. Hein. Je vais dire quelques mots sur l'acide folique, d'autant plus qu'on va m'être mis en sandwich entre les deux grands patrons de la nutrition. Il y a Karim Wali en haut, professeur Heikel juste après moi. Donc, je vais parler bien sûr de l'acide folique, mais je vais surtout parler de la physiologie chez la femme enceinte. C'est-à-dire, cette femme enceinte, quand elle tombe enceinte, qu'est-ce qu'il y a de physiologique chez elle? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une modification de, bien sûr, son organisme qui fait que la femme enceinte est particulière? Du coup, j'ai intitulé, bien sûr, ma communication, c'est « Quelle nutrition ?» et aussi « Quelle supplémentation pour les femmes enceintes ?» D'abord, la femme, quand elle tombe enceinte, elle doit s'adapter. Alors, quelle adaptation métabolique au cours de la grossesse? Qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse? Et tout ça est physiologique. Vous allez l'entendre de ma bouche plusieurs fois. Subhanallah al-Azim, vous allez voir, il y a des choses extraordinaires qui font pour protéger le fœtus qui est dans le ventre de sa maman. Ben, il y a énormément de changements qui se passent. C'est des changements qui sont physiologiques et qui sont directement liés à la croissance du compartiment placentaire, bien sûr, et utérin, au développement du fœtus, à la préparation de l'organisme à cet allaitement, à cette période post-gestationnelle. Eh bien, la maman, nous tous, êtres humains, nous avons un certain métabolisme de base. Qu'est-ce qu'il arrive au métabolisme de base de la maman quand elle tombe enceinte? Vous savez, ce métabolisme de base, ce minimum de calories dont on a besoin pour respirer, pour renouveler nos cellules, pour que notre cœur fonctionne. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Que subit le métabolisme de base chez, bien sûr, les femmes enceintes? Leur métabolisme de base est énergétique et il évolue tout au long de la grossesse. Il y a une augmentation de leur métabolisme de base de 15 à 30%. Au fait, il n'y a que un quart qu'elle va le prendre pour elle. Les trois quarts de l'augmentation du métabolisme de base, la maman, elle va le consacrer, bien sûr, à cette unité fœto-placentaire, à développer son placenta et au développement du fœtus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est important de marquer le point sur ça. C'est qu'il y a une étape clé qui se déclenche au début de la grossesse. C'est quoi? C'est la perte de la sensibilité à l'insuline. La maman, dès qu'elle tombe enceinte, elle va d'une façon physiologique développer ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Elle va développer une certaine perte à la sensibilité de l'insuline. C'est une étape clé, bien sûr, de cette adaptation métabolique. Et grâce à des études, grâce à des hyperglycémies provoquées, grâce à des systèmes de mesure, bien sûr, de ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme euglycémique, grâce à des clans, donc on a pu déterminer qu'il y a une diminution de 40 à 70%. Mais c'est énorme. Il y a une diminution de 40 à 70% de la sensibilité de l'insuline chez la femme enceinte. Vous allez me dire, ça va servir à quoi? Pourquoi une femme enceinte, elle va développer une diminution de la sensibilité à l'insuline? Et si elle développe cette diminution de la sensibilité à l'insuline, comment? Et pourquoi elle le développe? C'est très important. Et le degré de cette sensibilité à l'insuline dépend aussi de son état. Comment elle était avant de tomber enceinte? Est-ce qu'elle avait un poids normal, c'est-à-dire une sensibilité à l'insuline normale, ou bien est-ce qu'elle était obèse, ou bien elle était si vous voulez, en surpoids? Donc cet état-là, là aussi, est très important. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Regardez, je vais passer directement au vif du sujet. Ça, c'est très important de le retenir. Eh bien, vous allez voir que cet état de résistance que la maman va développer, la maman, regardez, je le mets là avec la flèche, la maman c'est ce côté-là, après il y a le placenta, puis il y a le fœtus. Cet état de résistance va faire en sorte que la maman va développer beaucoup de sucre, va développer beaucoup d'acides aminés, va développer beaucoup d'acides gras, et tout cela va pousser cette résistance à l'insuline, va pousser ces nutriments vers le compartiment
fétale pour que le bébé puisse manger, pour que le bébé puisse se nourrir. Alors, vous allez me dire, mais s'il y a une perte de résistance à l'insuline, ça veut dire qu'elle va faire augmenter ses glycémies. Il y a une contrebalance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une augmentation, regardez, des niveaux insuliniques. La maman, elle va se mettre à sécréter beaucoup d'insuline, que ce soit en état basal ou que ce soit en état prandial. Et la maman, malgré ce développement de cette résistance à l'insuline, elle va continuer à maintenir l'homéostasie glucidique. Elle va continuer à avoir une glycémie strictement normale, malgré, bien sûr, cet hyperinsulinisme qu'elle va développer, cet hyperinsulinisme qui est lié à cette résistance à l'insuline. Qui dit résistance à l'insuline dit problème d'alimentation, problème de glycémie, le pancréas qui va se mettre à sécréter. Eh bien, il y a des hormones qui vont intervenir. Il y a les hormones maternelles, il y a les hormones placentaires, il y a les hormones de l'hypophyse qui vont intervenir, telles que la prolactine. Regardez, il y a d'autres, il y a la prolactine, il y a les hormones lactogènes placentaires, l'hormone de croissance, il y a les œstrogènes, il y a plusieurs hormones qui vont intervenir. Il y a aussi des adipokines, la leptine, la déponectine, la résistine, tout cela va intervenir pour qu'il y ait cette résistance à l'insuline qui va se développer. Regardez, j'ai mis ici la leptine et j'ai dit que la leptine, elle va participer à cette résistance à l'insuline. Vous allez voir qu'il y a un paradoxe là, ici. Je vais en parler tout à l'heure et c'est très important. Alors, cette perte de sensibilité à l'insuline, elle ne se fait pas au niveau de la cellule. Elle se fait à un niveau qui est avant ce que l'insuline se lie au niveau de son récepteur. Et qui est responsable de tout cela? Ce sont les hormones. Il y a les hormones telles que le lactogène placentaire, telles que la prolactine que la maman va se mettre à sécréter, telles que les hormones de croissance placentaire que la maman va se mettre à sécréter, qui vont bien sûr être des facteurs dominants pour développer cette résistance à l'insuline que la maman va développer. Et je le dis encore une fois, tout en maintenant le glycémie. Il y a aussi les œstrogènes. On sait très bien que l'œstradiol, dès que la maman va tomber enceinte, il va monter en flèche. Et c'est une hormone, bien sûr, qui est fortement augmentée pendant la grossesse. Et elle aussi, elle va instaurer cette résistance à l'insuline. La leptine, je l'ai dit tout à l'heure, normalement, la leptine, on doit l'appeler hormone de la satiété. C'est une hormone qui va nous aider, bien sûr, à arrêter de manger. Alors que la maman, elle va manger pendant la grossesse, elle ne va pas arrêter de manger. Regardez, pendant la grossesse, on a une augmentation de la sécrétion de cette hormone de 30%. De 30%, ça c'est énorme. Et malgré ça, bien sûr, regardez, il y a un effet paradoxe. Comme si c'est la maman va développer une résistance à cette leptine. Elle va former la leptine pour concentrer, pour fabriquer du tissu adipeux, mais en même temps, elle ne va pas bloquer son alimentation parce qu'elle va développer une résistance à cette leptine. Elle va continuer à manger normalement tout en, bien sûr, mettant du gras pour prendre du poids, pour après nourrir son fœtus et après son allaitement. La même chose pour l'adiponectine. La même chose pour l'adiponectine. Qu'est-ce qui se passe? C'est une hormone qui est libérée par les tissus adipeux. Au fait, les mamans, dès qu'elles tombent enceintes, elles vont développer une résistance là aussi à cette adiponectine. C'est le même système qui va se passer avec la résistine. Donc tout cela, et regardez, c'est le schéma le plus important et c'est ce que je trouve, moi, extraordinaire. Regardez, dès que la maman va tomber enceinte, il y a des hormones qui vont se mettre à être sécrétées, la prolactine, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, certaines hormones de croissance, les œstrogènes, l'adiponectine, la leptine, tout cela va faire en sorte qu'il va y avoir bien sûr une action au niveau de l'hypothalamus, une action au niveau musculaire, une action au niveau des tissus adipeux qui va favoriser la lipolyse, donc fabriquer des acides gras, au niveau du foie, donc augmenter la glycogénèse, augmenter la fabrication du sucre, bien sûr, au niveau musculaire, pour fabriquer des acides aminés et des protéines. Tout cela, cette résistance à l'insuline va le pousser vers le placenta pour qu'il passe au niveau du bébé et pour que le bébé puisse manger normalement. Donc ça, c'est extraordinaire sur le plan de la nature, de la physiologie. Aussi,
bien sûr, il va y avoir des modifications sur les lipides, sur les protéines, sur les glucides. Tout cela ne peut pas passer inaperçu. Normalement, il doit y avoir des modifications. Alors, sur les glucides, qu'est-ce qui se passe chez la femme enceinte? Vous le savez, c'est le principal nutriment, c'est le principal carburant pour le fœtus. Et ces glucides, ils vont traverser, bien sûr, le placenta. Eh bien, il y a une adaptation du métabolisme glucidique maternel important en vue d'assurer les besoins en glucose qui sont élevés et qui peuvent atteindre jusqu'à 150 grammes par jour. C'est énorme, bien sûr, et tout cela, bien sûr, la maman, elle doit le fabriquer. Et qu'est-ce qui se passe? 50% de tout cela, il va passer au fœtus pour le nourrir. Pour que le fœtus puisse, bien sûr, grandir normalement. Et afin de maximiser la quantité de glucose circulante disponible, bien sûr, pour le fœtus, le foie, il va intervenir, il va commencer à augmenter sa production, bien sûr, de sucre au niveau hépatique. Et en réponse à tout cela, il faut que la glycémie reste normale. Eh bien, qu'est-ce qui se passe pour que la glycémie reste normale? Le pancréas de la femme, il va se mettre à sécréter de l'insuline doublement. Il va augmenter, doubler sa production en insuline. Et pourtant, il ne va pas tomber, bien sûr, en hypoglycémie. Alors, tout cela, c'est pour que sa glycémie reste stable. Et toujours concernant les glucides, l'insuline ne traverse pas que la maman fabrique, elle ne traverse pas le placenta. Très tôt dans la vie fœtale, le fœtus va se mettre à sécréter lui aussi de l'insuline pour bien sûr consommer ce sucre qui provient de sa maman. Et aussi, vous le savez très très bien, l'insuline permet la croissance. L'insuline, elle a un rôle pour la croissance du fœtus. Les protéines, c'est les acides aminés, bien sûr. Ces acides aminés, est-ce qu'il y a des changements? Au fait, on n'a pas d'études réelles concernant le bilan azoté. On sait que chez les animaux, oui, on a bien sûr pu établir qu'il y a cette augmentation. Pourtant, chez les femmes enceintes, c'est très difficile de faire un équilibre. On peut le sous-estimer, le surestimer. Est-ce qu'il y a des pertes en protéines? Est-ce qu'il y a une augmentation en protéines? Il y a des études, bien sûr, qui ont démontré, regardez, que les protéines totales plasmatiques chez la maman vont diminuer. Bien sûr, à peu près de 10 grammes par litre, essentiellement de l'albumine, alors que les autres protéines, les autres globulines vont augmenter. Maintenant, les lipides. Est-ce que la maman va aussi changer, bien sûr, ses lipides? Vous l'avez très très bien compris, c'est aussi une source d'énergie. La maman va augmenter son stock en lipides, surtout durant les 2 premiers trimestres de la grossesse. Puis après, vers le 3e mois, elle va mobiliser, bien sûr, ces lipides pour surtout que le bébé puisse grossir. Et aussi, on va le voir tout à l'heure, l'élévation des niveaux plasmatiques d'enzymes lipolytiques, parce que qui va dégrader ces lipides? Ce sont des enzymes lipolytiques, nous dit que effectivement la maman, elle va mobiliser de l'acide gras, bien sûr, des lipides pendant la grossesse. En début de grossesse, pas beaucoup, mais le plus important, c'est surtout vers la fin de grossesse. Et surtout, on le dit à chaque fois, ça ne sert à rien de demander un bilan lipidique à une maman enceinte. Ça ne sert absolument à rien. Parce que toutes les mamans enceintes, surtout vers la fin, elles vont augmenter leur taux de triglycérides. Et le taux de triglycérides des mamans enceintes, il peut même des fois tripler leur taux de triglycérides. Leur taux aussi de cholestérol, il peut augmenter. Et on constate que chez les mamans enceintes, elles vont doubler, voire tripler leur taux de triglycérides, mais ce taux de triglycérides, il revient à la normale spontanément, bien sûr, quelques semaines après l'accouchement, jusqu'à 6 mois après l'accouchement. La même chose pour le cholestérol. Donc ça, j'ai parlé un petit peu du métabolisme lipidique, mais regardez ici, ce tableau, il est beaucoup plus parlant. Regardez le taux de triglycérides chez les femmes enceintes hors grossesse et après, bien sûr, avec la grossesse, elle va multiplier le taux de triglycérides par 2, même par 3, et sans conséquence, bien sûr, pour sa santé. Parce que c'est quoi les triglycérides? C'est les sucres
qui sont cachés au niveau du foie sous forme de triglycérides. À un certain moment, le bébé a besoin d'énergie, elle va les libérer pour les dégrader et donner, bien sûr, du sucre et pour nourrir son fœtus. Ça, c'est très important. Maintenant, j'ai beaucoup parlé de la résistance à l'insuline. J'ai beaucoup parlé de cet hyperinsulinisme. Il y a l'insuline qui va se mettre à être sécrétée en excès. Comment ça se passe? Et ça, c'est nouveau. Hein. Ce que je vais vous montrer, c'est nouveau et on n'a pas compris pendant des années. On n'a pas compris ça. Malgré cet état de résistance, la femme enceinte garde une normoglycémie. Sa glycémie reste strictement normale. Et pour que sa glycémie reste strictement normale, il faut qu'il y ait un processus compensatoire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui compense, bien sûr, cette résistance à l'insuline. Premièrement, regardez, on sait que sinon, elle va développer un diabète gestationnel. Si jamais le pancréas ne suit pas cette résistance à l'insuline, si jamais le pancréas ne suit pas cette augmentation en besoin insulinique, la maman va développer un diabète et qu'on va appeler le diabète gestationnel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et regardez, les îlots pancréatiques, on a toujours cru que les îlots pancréatiques ne bougent pas. Eh bien, regardez, quand la maman tombe enceinte, une maman qui n'a aucun facteur de risque, ces cellules bêta-pancréatiques vont s'hypertrophier, elles vont s'hyperplasier. Et cette hyperplasie, cette hypertrophie de ces cellules bêta-pancréatiques va entraîner cette augmentation de la sécrétion d'insuline, bien sûr, et elle va répondre à ses besoins insulinique et va répondre à cette résistance à l'insuline qui va se développer. Cette résistance qui, elle, va permettre aux nutriments, surtout aux macronutriments, de passer vers le fœtus et nourrir le fœtus. Alors que les mamans qui ont une prédisposition et qui ne peuvent pas, bien sûr, suivre cette augmentation de la taille des cellules bêta-pancréatiques, leur pancréas ne va pas suivre, la sécrétion d'insuline ne va pas suivre, et qu'est-ce qu'elles vont développer? Elles vont développer un diabète gestationnel. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on dit que le diabète gestationnel, il est différent du diabète de type 1, du diabète de type 2. D'ailleurs, dans la classification du diabète, le diabète gestationnel est une classe à part. On ne le classe pas avec type 1, type 2. Il y a diabète type 1, il y a diabète type 2, il y a les autres types du diabète et il y a le diabète gestationnel parce que sa physiologie, elle est à part et ce n'est que récemment qu'on a compris qu'il y a cette augmentation, cette hypertrophie des cellules bêta-pancréatiques. Et vous l'avez compris, première moitié de la grossesse, c'est l'insulinémie, c'est l'insensibilité à l'insuline et la maman, parce qu'elle est en phase anabolique, donc ses glycémies sont basses. C'est pour ça qu'on définit la glycémie au premier trimestre chez la femme enceinte d'une glycémie strictement inférieure à 0,92. Ce 0,92 n'est pas choisi comme ça par hasard. Pourquoi vous me dites que 1 gramme n'est pas normal? 1 gramme n'est pas normal chez une femme enceinte parce qu'elle a normalement une baisse de ses glycémies. Ce n'est bien sûr que vers la deuxième moitié de la grossesse où il y a cette résistance à l'insuline qui va se développer, cet hyperinsulinisme qui va bien sûr se majorer. Et si le pancréas de cette maman fonctionne normalement, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de développement de diabète gestationnel, mais s'il y a des facteurs de risque, la maman va développer un diabète gestationnel. Cette femme enceinte, quand elle va tomber enceinte, elle a besoin de changer son mode alimentaire. Mais attention, l'immense majorité de nos femmes, bien sûr des patients qui viennent nous voir, ils me disent, moi je mange pour deux. Je mange pour deux, je mange pour moi et je mange pour le bébé. Oubliez l'histoire de fils et compagnie. Donc ça, c'est très important. C'est très important de savoir qu'au premier trimestre, il n'y a pas besoin d'augmenter les apports alimentaires. Ça ne sert à rien. En fait, il faut les augmenter de, on va dire, 70 kilocalories. C'est rien du tout. Hein. C'est un daftfaha. Donc, ça ne sert à rien. Donc, au deuxième trimestre, oui, on peut augmenter les besoins jusqu'à 250 kilocalories. Bien sûr, aussi, troisième trimestre, jusqu'à 500 kilocalories. Pendant l'allaitement, jusqu'à 500 kilocalories. Mais pas plus. Mais pas plus. Et vous allez me dire, c'est quoi 230, c'est quoi 250 kilocalories? Regardez, 30 grammes de fruits secs, c'est 220 kilocalories. Kmisha, mais chez le fils, ça.
Donc ça, c'est très important. Donc il ne faut pas qu'elle double son alimentation. C'est un apport en excès qui est minime. Donc, et c'est très important. Une femme enceinte, elle n'a pas besoin d'une tonne de kilocalories. Une femme enceinte, elle a besoin de 2000, 2200 kilocalories. Bien sûr, ça, c'est les apports en kilocalories. Une femme enceinte a besoin aussi d'un apport en vitamines. Attention, c'est très important. Elle a besoin d'un apport en vitamines. Attention, bien sûr, à la vitamine B9. Attention, ça, c'est très important. Attention à la vitamine B12. Et aussi, elle a besoin de minéraux, d'oligo-éléments. Et n'oubliez jamais l'iode. Ne l'oubliez pas, et c'est ça, moi, mon objectif ce soir, c'est de vous parler de ça, de cette supplémentation. Et je ne vais pas m'attarder, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous m'avez mis en sandwich entre deux patrons de la nutrition. Je ne vais pas parler de comment ajuster l'alimentation. Oui, il y a des besoins glucidiques qu'il faut respecter. Oui, il y a des besoins lipidiques qu'il faut respecter. Oui, il y a des besoins protidiques qu'il faut respecter. Ça, c'est important. Mais surtout, il ne faut pas oublier, bien sûr, les apports en vitamines et en micronutriments. Il y a des micronutriments, et regardez ce qui est en bleu, qu'on doit apporter tout au long de la grossesse. Et cela, on ne doit pas les oublier. Et là, je vais marquer une petite pause. N'oubliez pas l'apport en acide folique, n'oubliez pas l'apport en fer, n'oubliez pas l'apport en iode, n'oubliez pas l'apport en vitamine D. Mais surtout, donc, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est surtout l'acide folique, la vitamine B12 et bien sûr l'iode. Les besoins nutritionnels, oui, une bonne alimentation. Elle peut nous apporter ce dont on a besoin, mais il y a certains micronutriments que l'alimentation ne peut pas apporter. Vous avez beau manger d'huîtres, de ce que vous voulez, de n'importe quel produit marin, vous n'allez pas apporter assez d'iode, c'est impossible. Vous avez beau manger de foie, de ce que vous voulez, d'épinards, hein, même vous pouvez devenir Popeye et vous n'allez pas manger autant d'acide folique pour, bien sûr, satisfaire aux besoins de la maman. Donc ça, c'est des choses qu'il faut apporter. Et la nouveauté, parce que le titre c'était « Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en matière d'acide folique ?» Vous le savez très bien, parce que le manque d'acide folique, la carence en acide folique, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Des anomalies du tube neural, ça vous le savez. Donc ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est très important. Comment on a compris ça? En 1941, bien sûr, de ces feuilles d'épinards, hein, tout à l'heure j'ai parlé de Popeye, eh ben, j'ai dit vrai, hein, c'est vrai. Donc c'est de ces feuilles d'épinards qu'on a bien sûr découvert ces premières folates, bien sûr, et c'est en 1960 que chez l'animal, on a fait le lien entre malformation et carence en acide folique, et chez l'humain, c'est vers 1980 qu'on a trouvé cette association entre spina bifida et, bien sûr, carence en acide folique. En 1991, le rôle de la supplémentation au premier trimestre, et aux États-Unis, depuis 1992, c'est tout au long de la grossesse, et toutes les recommandations du monde entier disent qu'il faut les apporter tout au long de la grossesse. À quel taux? Ici, j'ai mis 400 microgrammes d'acide folique. Alors, ça peut être 500 et quelques, on va en parler tout à l'heure. Mais il faut un apport exogène de 400 microgrammes d'acide folique. C'est très important. Mais sous quelle forme? Vous savez très très bien que l'immense majorité d'acide folique qu'on utilise au Maroc, quand la femme enceinte les prend, à peine 15% vont bien sûr nous produire leur métabolite final qui va être, lui, actif. Ce métabolite final, c'est le 5-méthyltétrahydrofolate. C'est ça le métabolite final. Eh bien, c'est la vraie vitamine B12. C'est la forme biologiquement active. Et le premier qui a été commercialisé au monde, il a été commercialisé par les laboratoires Merck. Donc, c'est ce qu'on appelle le métafolin. Et c'est en 2024, pour la première fois au Maroc, hein, qu'on a ce 5-MTHF directement, c'est-à-dire le produit final directement, bien sûr, avec les 400 microgrammes. L'alimentation, oui, il y a la source. Il faut un apport alimentaire.
je suis tout à fait d'accord. Mais l'acide folique qu'on a l'habitude de donner, regardez, ce n'est que 15% de l'acide folique qu'on donne qui va se transformer en vitamine B9 vraie, bien sûr, que la femme va assimiler. Il peut y avoir, bien sûr, des anomalies enzymatiques qui vont même réduire ce taux-là de 15%. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, pour la première fois au Maroc, on a ce complément Métavite qui va nous donner directement les 400 microgrammes en forme active, directement biodisponible. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est une forme qui est directement biodisponible et la femme va vraiment bénéficier de ces 400 microgrammes. La vitamine B12, il peut y avoir, s'il y a une petite anomalie, vous savez très bien que la vitamine B12 va elle aussi, elle peut être son manque responsable d'anomalies, bien sûr, du système nerveux. Et aussi, il faut la supplémenter. On ne peut pas l'apporter par l'alimentation. On va apporter très peu par l'alimentation. Donc, il faut une supplémentation en vitamine B12. Et aussi, il y a cette histoire d'homocystéine. Si la maman se met en hyper-homocystéinémie, il y a un risque de fausse couche et de malformation. Donc, c'est très important d'apporter une petite dose d'acide, bien sûr, de vitamine B12. Et l'iode. Et vous le savez très bien qu'on ne peut pas faire des hormones thyroïdiennes. Il est impossible de fabriquer des hormones thyroïdiennes si on n'a pas d'iode. Il faut obligatoirement que l'iode s'incorpore à la thyroglobuline pour fabriquer de la T4 et de la T3. Et si on n'a pas d'iode, on ne peut pas, bien sûr, fabriquer d'hormones thyroïdiennes. Donc l'apport iodé chez la femme enceinte est indispensable. Bien sûr, il faut un minimum de 150 à 200 microgrammes d'iode par jour chez la femme enceinte et même pendant la période d'allaitement. Parce que, et vous l'avez compris, la femme enceinte, le bébé va lui piquer son iode, donc il y a une déperdition iodée par voie transplacentaire, et aussi il y a une augmentation de la clairance rénale de l'iode. La maman, elle va perdre l'iode au niveau urinaire, ce qui fait que sa thyroïde, elle va être stimulée. C'est pour ça que la thyroïde des femmes enceintes augmente de volume, à cause aussi, entre autres, de bien sûr, cet iode qui est sollicité pour fabriquer des hormones thyroïdiennes. Je l'ai dit, l'iode, il traverse la barrière placentaire pour le bébé. C'est vrai que le bébé, sa thyroïde va commencer à fonctionner à partir de 20 semaines de gestation, c'est vrai, mais jusqu'à l'accouchement, il va continuer à piquer les hormones de sa maman pour, bien sûr, grandir et surtout, pour développer son cerveau. S'il vous plaît, des mamans qui ne sont pas supplémentées en iode, c'est un risque d'avoir un enfant qui, bien sûr, à l'âge de 5, 6, 7 ans, va avoir un retard en quotient intellectuel. Très important, c'est la thyroïde chez la femme enceinte. Là, on a ce produit aujourd'hui, ce complément, qui contient les trois, qui contient les apports recommandés en acide folique, en vitamine B12 et bien sûr en iode. La vitamine D. La vitamine D, je ne vais pas m'attarder là-dessus. La vitamine D, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a plusieurs consensus. Il y en a qui disent qu'il faut donner 100 000 unités à 6 mois de grossesse. Il y en a qui disent qu'il faut donner 15 microgrammes par jour, bien sûr, tout le temps. Donc, mais il faut bien sûr un apport en vitamine D chez la femme enceinte. Et je conclus, ne vous inquiétez pas, c'est ma conclusion, vous l'avez compris, que pendant la grossesse, il y a des changements chez la femme enceinte, ça c'est très important. Attention au deuxième, troisième trimestre, une mobilisation de cette graisse dont on a parlé tout à l'heure, les hormones placentaires, les hormones maternelles, on en a parlé. Vous avez vu ce controverse avec bien sûr certaines hormones qui normalement stoppent l'appétit, mais la femme enceinte, elle va développer de la résistance à stopper son appétit pour bien sûr défendre son bébé, ça c'est très important. Cette résistance à l'insuline, elle est naturelle, elle est physiologique, et cette résistance à l'insuline, qu'est-ce qu'elle permet? D'augmenter les flux de nutriments vers le bébé. Et au cours de la grossesse aussi, ce pouvoir extraordinaire de ces cellules bêta-pancréatiques de pouvoir augmenter de volume
pour sécréter plus d'insuline, pour répondre à cette résistance à l'insuline. Aussi, ma dernière diapo, respecter l'hygiène de vie. Je ne vais pas parler de pyramide alimentaire, mais il faut respecter l'hygiène de vie et n'oubliez pas la supplémentation. Je vous remercie. J'ai gagné 15 secondes. Bravo. Merci, Dr Tsazi, pour la qualité de votre présentation. C'est toujours un plaisir d'assister à vos conférences. Merci. Avant de passer la parole à la salle, je tiens à présenter mes sincères remerciements à tous les membres de l'association AMG 11 pour l'organisation impeccable, pour la qualité du choix des thèmes et des orateurs, et surtout pour l'accueil chaleureux, on le ressent toujours. Vous avez une belle signature, Fessi, qui fait le succès de vos éditions Qarawiyyin. Bravo, bravo. On prend deux, trois petites questions dans la salle, s'il vous plaît. Oui. Pour répondre à l'oméga 3 de tout à l'heure, c'est aux alentours de 500 mg. On préconise à peu près chez la femme enceinte un apport de 500 mg d'oméga 3, mais bien sûr, il faut toujours privilégier tout ce qui est apport alimentaire. Alors, merci, professeur Tsazi, pour votre exposé. On apprend toujours beaucoup de choses de vous. Alors, ma question, s'il vous plaît, c'est le diabète gestationnel. Généralement, les femmes qui développent un diabète gestationnel, c'est des femmes qui avant, n'étaient pas diabétiques. Et au cours de la grossesse, ils développent ce diabète. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'après la grossesse, elles deviennent diabétiques. Malgré que c'est un mécanisme différent, veuillez nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Merci beaucoup. En général, ces femmes-là sont déjà prédisposées. En général, ces femmes-là qui vont développer un diabète gestationnel, elles ont certainement une prédisposition génétique. Soit leur maman ou quelqu'un de leur famille proche est déjà connu diabétique. D'ailleurs, un des facteurs qui vont nous pousser à dépister, c'est un antécédent de diabète gestationnel premier degré. Donc ça veut dire que c'est des femmes qui sont prédisposées à devenir diabétiques. Les patientes obèses, donc en général, donc il y a toujours des prédispositions de résistance à l'insuline, des prédispositions familiales qui font que certaines femmes vont développer ce diabète gestationnel et d'autres non. Donc, c'est un diabète qui est particulier par son mécanisme d'action. C'est un diabète qui n'est pas lié à une résistance à l'insuline comme on connaît d'habitude, qui n'est pas lié à une diminution de la sécrétion d'insuline par le pancréas. C'est un pancréas qui normalement fonctionne normalement, mais il n'a pas répondu à cette hyperplasie. Il n'a pas répondu parce qu'il y a une prédisposition qui est certainement génétique. S'il vous plaît, comment elles deviennent diabétiques officiellement? Alors, parce que c'est le pancréas toujours, et c'est la résistance à l'insuline, c'est les deux, parce qu'on ne peut pas être, il est impossible de devenir diabétique si on n'a pas deux composantes, diabétique de type 2. Soit, bien sûr, la résistance à l'insuline et l'insulinopénie, pas et ou, et l'insulinopénie. Je le dis à chaque fois, il y a un diabète particulier, où il n'y a pas de résistance à l'insuline, c'est ce qu'on appelle le diabète monogénique. Mais lui, c'est un diabète qui est exceptionnel, qui est rare. Donc, c'est cette obésité qu'elle a développée, cette résistance à l'insuline, ses antécédents familiaux, la génétique, vont faire en sorte qu'elle va devenir, bien sûr, développer de la résistance à l'insuline, et aussi son pancréas, qui va diminuer de fabriquer de l'insuline avec le temps, des cellules bêta-pancréatiques qui vont se détruire, et c'est comme ça qu'elle va devenir diabétique. Merci, Dr Tsazi, pour votre présentation. Ma question est la suivante. En pratique, on voit beaucoup de femmes enceintes. Alors, est-ce que prescrire l'acide folique tout seul ou bien prescrire l'acide folique avec d'autres compléments alimentaires en un seul produit, sachant que c'est la même dose? J'ai bien compris qu'il y a le 5-MTHF, j'ai bien compris le métabolite actif, mais en pratique, ce n'est pas évident que chaque complément alimentaire tout seul pour une femme enceinte. Merci beaucoup. Tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, vous savez, je vais sortir de la femme enceinte. Je vais parler de l'hypertension.
les recommandations de l'hypertension nous préconisent de donner même 1, 2, 3 molécules en un seul médicament pour, bien sûr, améliorer l'observance. Chez la femme enceinte, c'est la même chose. Je dois donner un complément, bien sûr, une seule pilule qui va contenir l'immense majorité des compléments que je vais donner, qui contiennent et de l'iode, et de l'acide folique, et de la vitamine B12. Je suis d'accord, c'est un médicament qui contient la totalité. Docteur Gmera, là, oui, allez-y. Merci, monsieur l'avocat. Merci. Sauf que ce sont deux amis qui m'ont précédé par galanterie priorité aux femmes. Je pense que Reb Belhalqa dit Soumia Qabbaj qui a posé la deuxième question. Exactement, c'est Dr Soumia Qabbaj. Dans tous les cas, moi j'ai une petite question à laquelle je ne trouve pas d'explication. Je sais que vous avez une explication, vous. Alors, est-ce que la supplémentation qui est devenue nécessaire, et vous avez tant insisté sur la supplémentation en acide folique et en iode, est-ce que ça veut dire que nos mères donnaient naissance à des enfants idiots avec des malformations beaucoup plus que maintenant, ou bien que la nourriture et la qualité de vie étaient différentes? Alors, il y a des deux. Il y a la qualité de vie. La qualité de vie qui n'avait absolument rien à voir avec notre qualité de vie à nous. Vous l'avez très très bien compris que les choses ont énormément changé. Et bien sûr, les études, quand on dit que si la maman n'est pas supplémentée en iode, il y a un risque fœtal, il y a un risque fœtal si jamais elle développe une anomalie thyroïdienne qu'on ne prend pas en charge. Et cela ne veut pas dire que toute maman va développer une anomalie thyroïdienne. Là aussi, il y a des mamans qui sont prédisposées à développer une anomalie thyroïdienne. Entre autres, celles qui ont des anticorps antithyroperoxydase positifs, parce qu'on peut avoir des anticorps antithyroperoxydase positifs et vivre toute notre vie avec une fonction thyroïdienne normale. Les mamans qui sont obèses, les mamans qui ont plus de 40 ans, les mamans que... Donc il y a là aussi des mamans qui sont prédisposées à ce manque en iode. Si elles n'ont pas, elles ont un manque en iode et elles développent une anomalie thyroïdienne, là oui, mon ami, elles vont développer, bien sûr, elles vont avoir des enfants avec des problèmes mentaux. Bien sûr, mais bien sûr, il y a des études, il y a énormément d'études sur ça. Le pionnier en Europe sur la carence iodée et la femme enceinte, c'est le professeur Philippe Caron, c'est mon maître. D'accord? Donc, bien sûr, c'est le premier et l'un des pionniers au monde sur cette carence iodée et les troubles, bien sûr, de quotient intellectuel de l'enfant vers l'âge de 5, 6, 7, 8 ans, si jamais la maman développe une anomalie thyroïdienne. Bien sûr. S'il vous plaît, une dernière question, s'il vous plaît, Dr Tzazi. J'aimerais bien savoir, vous poser une question pour la femme enceinte qui présente des vomissements, incoercibles. Ça, c'est un problème majeur qu'on trouve dans notre cabinet. En plus, la plupart du temps, je fais l'Alpstix et je trouve de l'acétonurie qui est augmentée. J'aimerais bien voir la relation entre les deux, d'une part. D'autre part, pour tous ces aliments que vous avez cités, comment on va lui donner ces aliments alors qu'elle ne supporte même pas de manger naturellement? À votre avis, est-ce qu'on augmente la dose après le passage de ce cap de vomissement incoercible ou comment on va faire? Et merci de votre réponse. Oui. Alors, donc, pour répondre à cette acétonurie, elle est simple. C'est l'acétose de jeûne. Faites-vous un lapstix Ramadan en fin de journée, à vous-même. Et vous allez trouver trace, voire une croix d'acétone, parce que vous allez dévier votre métabolisme des glucides vers la dégradation de l'acide gras qui va développer, elle va développer cette acétonurie. Donc, c'est une cétose de jeûne. Bien sûr, une fois que vous avez rétabli cette histoire, bien sûr, de vomissements gravidiques, qui peuvent eux aussi être responsables de problèmes thyroïdiens. D'accord? Donc, ça,
Bien, non, vous n'allez pas récupérer ce que vous avez perdu, vous allez reprendre une supplémentation normale jusqu'à l'accouchement. Vous n'allez pas dire « Ah, elle a vomi pendant 10 jours, donc je vais récupérer les 10 jours qu'elle n'a pas vomi ». Non, vous reprenez une supplémentation normale. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Juste, merci à la salle. Oui. Ben, merci à vous.